Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Laurence Raby, qui s'intéresse dans son mémoire de maîtrise à l'organisation de services d'avortement par des groupes féministes québécois entre 1969 et 1988, alors que l'avortement est illégal au Canada. Cette entrevue-là tombe bien parce que récemment, j'ai vu le film « Nous sommes Jane » de Phyllis Nagy, qui se passe à Chicago à la fin des années 1960 et dont l'intrigue suit justement un réseau d'avortement illégal. La protagoniste, c'est une mère de banlieue qui doit absolument interrompre une grossesse à cause de son état de santé. Si elle continue la grossesse, elle risque de mourir, c'est presque certain. Dans une salle remplie d'hommes médecins qui se sont réunis pour décider de son sort, on voit chacun de ces hommes, l'un après l'autre, refuser qu'on pratique cette intervention sur elle sans la regarder dans les yeux et sans lui demander son avis. Un avortement lui sauverait pourtant la vie. Mais ce qui compte, c'est qu'elle mette l'enfant au monde. Joy, la femme de banlieue, doit se débrouiller seule pour obtenir un avortement illégal parce que même son mari est opposé à l'idée et ne prend aucune initiative pour l'aider. Mais Joy n'est pas toute seule. Les militantes féministes, les Jane, qu'elle finit par appeler pour obtenir une IVG, la prennent en charge au péril de leur sécurité et de leur liberté. Cette sororité-là, elle a sauvé de nombreuses vies. Plus tard dans le film, on comprend qu'un avortement, c'est une procédure qui est banale, qui prend généralement pas plus que 20 minutes. Pendant combien d'années les hommes et la médecine ont-ils eu ce pouvoir entre les mains et nous l'ont-ils refusé au nom d'une morale qui ne tient pas compte de la subjectivité des personnes qui ont un utérus? Ce film m'a donné envie d'en savoir plus sur les réseaux d'avortements illégaux, qui, pour plein de raisons, ne sont pas mentionnés dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire du Canada français, on vante les vertus de la mère, de ses grandes qualités pour transmettre la langue française et la foi catholique. Mais qu'est-ce qui se passe quand la mère canadienne, c'est juste une femme, juste une personne? Puis qu'est-ce qui se passe quand les femmes reprennent le contrôle de leur destinée et de leur fonction reproductive? Donc, bonjour Marie-Laurence, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour que ces personnes-là te connaissent un petit peu mieux? Oui, alors, bonjour. Je m'appelle Marie-Laurence Raby. Je suis doctorante en histoire en ce moment à l'Université Laval, sous la direction d'Aline Charles et avec une co-direction de Christabelle Stetner à l'Université d'Ottawa. Parallèlement à ce que je fais à l'université, je suis aussi coordonnatrice du pôle violence du REQEF, donc du Réseau québécois en études féministes. Puis je siège aussi sur le conseil d'administration d'un centre de femmes à Québec. Donc, c'est pas mal mon CV pour le moment. Cool! Ben, bienvenue au podcast. Comme je te le disais, là, j'ai lu ton mémoire avec le plus grand intérêt, tout en étant vraiment en beau joie le vert, parce que, comme tu le dis au début, ben, ça fait ridiculement longtemps qu'on lutte pour avoir le contrôle sur notre pouvoir reproductif. Puis, si t'es prête, je vais commencer avec vraiment le premier volet là, des questions qui sont plus générales. Ben oui. Donc, on sait tous plus ou moins qu'en 1969, avec le Bill Omnibus, les lois qui encadrent l'avortement sont un petit peu assouplies au Canada. Mais c'est ça devient quand même pas légal, ou du moins ça l'est sous certaines conditions. Puis j'aimerais que tu nous dises un petit peu plus sur là-dessus. Puis est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette réforme-là, elle apporte aussi certains points négatifs? Oui, en fait, c'est ça, c'est la réforme du Bill Omnibus, elle va libéraliser la pratique des avortements. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, en fait, l'avortement va être permis pour lorsque la grossesse menace la santé de la femme. La notion de santé est pas définie dans la loi, donc ça va être appliqué de manière très inégale un peu partout là, au Canada. Faut aussi dire que l'avortement, en fait, c'est les avortements qu'on dit thérapeutiques qui sont permis par cette loi-là. Et puis pour être thérapeutique, l'avortement doit être pratiqué dans un hôpital accrédité. Et pour recevoir l'accréditation, l'hôpital doit mettre sur pied un comité d'avortement thérapeutique. Ces comités-là sont composés de 3 à 5 médecins qui vont vraiment juger au cas par cas si les demandes des femmes sont légitimes, donc si la santé de la femme est mise en danger par la grossesse.
Donc, en termes de points négatifs, ben c'est ça, et ça n'aura pas une réelle, ça n'aura pas ça permettra pas finalement à un grand nombre de femmes d'obtenir les avortements qu'elles désirent. Ça a comme effet de médicaliser, si on veut, le choix de l'avortement, donc de donner au médecin le contrôle sur ce choix-là et l'avortement devient finalement comme un traitement qui est prescrit dans les cas de danger là, pour la santé de la mère. Et puis, ben c'est ça, je l'ai dit, la notion de santé est quand même très très vaste, elle n'est pas définie. Ça crée des inégalités là, dans l'application. Il y a certains comités d'avortement thérapeutique qui vont permettre les avortements pour des critères plus psychosociaux ou plus économiques, tandis que d'autres, ça va être vraiment là au niveau de la physiologie, donc des maladies. Donc, c'est ça crée, il y a d'importantes difficultés d'accès à l'avortement qui persistent là, au lendemain de cette loi-là. Puis tu racontes aussi dans ton mémoire qu'il y a plusieurs groupes féministes qui militent dans les années 70 pour l'avortement libre et gratuit. Puis j'aimerais ça que tu nous les nommes, tu sais, vraiment grosso modo, puis que tu nous les décrives un petit peu. Là. Je sais qu'il y en a peut-être plusieurs, puis qui ont peut-être des missions différentes, mais oui, on va parler. ben oui, ben c'est sûr qu'il y a plusieurs groupes là qui vont militer pour l'avortement. Ben, je pense que le premier à s'emparer un peu de la question, c'est le Montreal Women's Liberation Movement, donc des féministes anglophones qui étudient principalement à l'université McGill. Puis, tu sais, sur la question de l'avortement, ces féministes-là vont être les premières à organiser un service de référence là, pour avortement. Il y a aussi le Front de libération des femmes du Québec, dont on entend peut-être un peu plus parler, le FLFQ, qui va s'investir là, sur la question de l'avortement et va reprendre notamment en 70 là, le service de référence des féministes anglophones jusqu'à sa disparition en 71. Puis on peut noter aussi que l'avortement est quand même souvent abordé aussi dans les pages de la revue québécoise Debout, qui est portée par le Front de libération des femmes du Québec. Et le Centre de santé des femmes de Montréal, qui est un autre groupe qui va suivre après le Front de libération des femmes du Québec. Ben, il y a aussi le Comité de lutte pour la contraception et l'avortement libre et gratuit, qui est créé en 74 et qui, encore une fois, va reprendre un peu le travail là, du Front de libération des femmes du Québec et du Centre des femmes de Montréal. Parallèlement à ça, il y a aussi le groupe de défense de Morgan Taylor qui s'organise, qui va être plus actif là, dans l'organisation de manifestations, qui va s'occuper un peu de communiqués de presse qui concerne le procès de Morgan Taylor, donc vraiment plus axé là, sur les procès là, de ce médecin-là. On peut nommer aussi qu'il y a plusieurs groupes plus institutionnalisés, comme la Fédération du Québec pour le planning des naissances, le Conseil du statut de la femme, là, etc. Parfait. Puis, c'est ça, en 1980, tu dis que le Québec, ça devient vraiment la province canadienne où les avortements sont le plus facilement accessibles, notamment grâce aux cliniques Lazur. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, c'est quoi le rôle de ces cliniques-là, puis ce qu'elles font là, en général? Oui, c'est les cliniques Lazur, en fait, c'est un programme du ministre de la Santé de l'époque, Denis Lazur, qui est mis en place en 77. Et en fait, c'est constitué de subventions qui sont données aux hôpitaux pour mettre sur pied des cliniques de planification des naissances dans les hôpitaux. Et ces cliniques-là doivent inclure là, des services d'avortement. C'est une initiative du gouvernement qui va permettre une certaine augmentation de l'offre de services, mais une augmentation qui demeure assez modeste parce que finalement les lieux d'obstruction à l'avortement dans les hôpitaux changent pas avec ces subventions-là. Il peut quand même y avoir des comités d'avortement thérapeutique qui sont contre l'avortement, donc qui permettent assez peu d'intervention. Le personnel médical peut quand même être réfractaire à l'avortement. Donc, c'est ça, c'est une avancée, mais c'est pas non plus une panacée. Par contre, dans les années 80, les avortements en clinique privée vont être tolérés
par l'État québécois, même s'ils sont illégaux quand même selon le code criminel. Et donc ça va ouvrir la porte à la pratique d'avortement dans des CLSC et des centres de santé des femmes. Et ça, c'est vraiment plus des lieux qui sont propices à l'avortement et où il y a beaucoup moins d'obstructions pour cette pratique-là. Puis tu nous parles au début de ton mémoire de 3 groupes militants féministes qui forment une espèce de comité médical pour, dans le fond, diriger les femmes vers les médecins qu'on sait là, qui acceptent de pratiquer des avortements illégalement dans les années 70. Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces groupes-là? Mais surtout, en tout cas, c'est une question un peu naïve, mais j'ai quand même envie de t'entendre là-dessus sur les raisons pour lesquelles on n'en parle pas dans les livres d'histoire, parce que, tu sais, si on prend en considération que tout ça était illégal, c'est vraiment badass. Puis je comprends pas pourquoi, tu sais, on l'a pas mentionné, mais... Oui, j'aime bien ta question. Il s'agit, c'est ça, ces 3 groupes-là, ça serait le Front de libération des femmes du Québec, le Centre des femmes de Montréal, puis le Comité de lutte, qui vont assurer ce service de référence-là pour avortement là entre 70 puis 78. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, il y a vraiment quand même une continuité entre ces 3 groupes-là. Il y a plusieurs militantes là, qui vont poursuivre dans ces groupes-là un après l'autre. Et puis oui, le service de référence pour avortement, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il organise des avortements pour les femmes chez les médecins qui acceptent d'en faire dans leur clinique privée. Tu l'as dit, c'est un service qui est illégal et c'est un peu pour ça, c'est une des raisons qui a rendu cette recherche-là un peu plus complexe parce qu'en fait, comme c'est illégal, les archives papier abordent assez peu ce service-là. Hein. On comprend que si on fait quelque chose d'illégal, on ne l'écrira pas nécessairement dans le PV de notre rencontre, pour des raisons évidentes. Surtout aussi, il faut dire que les groupes féministes ont été perquisitionnés par la police là, pendant les années dont il est question. Donc, il y a plusieurs documents qu'on n'a juste plus parce que les documents qui ont été perquisitionnés n'ont jamais été retournés au groupe féministe et tout court, après, une fois que tu as été perquisitionné, tu te mets pas dans le trouble, tu n'écris pas. Bon. Fait que ceci étant dit, moi, ce qui m'a permis d'appréhender cette réalité-là, c'est vraiment une enquête orale. Donc, j'ai rencontré des militantes qui ont œuvré dans ces groupes-là et ça a vraiment été le cœur de mon projet. Et je pense que tout ça explique un peu pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire. C'est une histoire qui est peu connue parce que je pense que la profession historienne commence tranquillement à s'emparer de la méthodologie de l'enquête orale, mais c'est pas encore abouti et donc fallait que quelqu'un le fasse. Et ça sera ma petite pierre à l'édifice. Yeah. Mais oui, c'est ça. Puis je pense aussi pourquoi est-ce qu'on parle pas beaucoup de ces groupes féministes-là qui sont, comme tu le dis, très badass. Il y a aussi le fait que le récit de l'histoire de l'avortement au Québec, au Canada, est très, très, très centré autour de la figure de Morgan Taylor et des procès de Morgan Taylor. Puis ça, je pense que ça explique aussi en partie pourquoi est-ce que on connaît pas du tout les actions de ces groupes féministes-là. Puis, tu parles aussi de la difficulté pour les femmes d'obtenir un avortement dans les hôpitaux qui sont francophones. Là, j'ai encore une question naïve à te poser, mais encore une fois, j'ai envie de t'entendre là-dessus. La contraception et l'avortement, ça semble toujours avoir été moins tabou au Québec du côté des anglophones. Puis selon toi, pour quelles raisons? Je pense qu'il y aurait un travail de recherche au complet à faire là-dessus. En effet. J'irais très, très simplement en parlant de l'influence de la religion catholique. Je pense que, en tout cas, c'est un des aspects qui est ressorti, moi, dans les entrevues que j'ai faites avec les militantes. On parlait en tout cas, elles me parlaient, les femmes, de cette pudeur là qu'il y avait autour de la santé sexuelle, reproductive, puis la difficulté finalement à avoir des informations un peu à cause de tout le tabou qui régnait là autour du corps des femmes et autour de la sexualité. Donc ouais, j'aurais envie de dire la religion catholique. Puis il faut dire aussi qu'au niveau des hôpitaux,
c'est les hôpitaux francophones, franco-catholiques qui refusaient le plus de faire des avortements. Tu sais, les hôpitaux anglophones ont offert là, assez rapidement quand même là, des avortements. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que l'aspect de la religion est à prendre en compte. Et il y a sûrement d'autres aspects là, qui pourraient être évoqués, mais moi, j'irais avec celui-là de prime abord. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mouvement d'auto-santé féministe puis de son apparition aux États-Unis? Oui, oui, en fait, ben, c'est ça. L'autosanté féministe, c'est vraiment une critique, en fait, de la médicalisation de la santé sexuelle et reproductive, d'abord. C'est un mouvement qui est apparu sur la côte ouest américaine par des féministes qui ont commencé à faire des auto-examens du col de l'utérus, donc dans la volonté de se réapproprier un peu ces gestes-là qui sont réservés aux médecins, aux gynécologues. Puis, bon, après ça, il y a aussi eu le développement par les mêmes groupes de féministes de la méthode des extractions menstruelles qui pouvait servir pour faire des avortements là, de moins de 8 semaines. Donc, c'était tout simple, c'était d'extraire le contenu utérin donc pendant les menstruations. Donc, ouais, il y a cet ensemble de pratiques-là qui est né là, à San Francisco, sur la côte ouest américaine. Sur la côte Est, peut-être un peu plus près de nous, il y a eu au début des années 70 la publication du livre de la Bible, si on veut, de l'autosanté, Our Body Ourselves, qui a eu vraiment une influence décisive sur le mouvement d'autosanté. Ça a été publié par un collectif féministe de Boston. Et en fait, je pense que le point commun de ces deux initiatives-là, qui ont fini par se rencontrer aussi d'ailleurs, c'est la tendance des Consciousness Raising Groups aux États-Unis, donc le fait de partager des expériences entre femmes pour faire émerger un peu les aspects politiques de la vie privée, en fait, des femmes. Donc, ça a amené la réalisation pour certaines que ben elles vivaient là une certaine forme d'oppression de la part de l'institution médicale et les savoirs médicaux finalement sont pas l'apanage des médecins, mais qu'il peut y avoir une co-construction des savoirs à partir là, de l'expérience des femmes. Puis en tout cas moi un exemple que j'aime bien de ça, c'était c'est rapporté dans Our Body Ourselves. On parle finalement toutes les femmes présentes dans une rencontre disaient, ben, ils se sont toutes faites dire que leur utérus avait pas une forme standard. Fait que là, à ce moment-là, si personne correspond à la norme, est-ce que la norme est vraiment adéquate? C'est un peu dans cette idée-là que les femmes sont allées vers l'autosanté. Je pense que je décrirais l'autosanté peut-être comme une construction des savoirs axée sur l'expérimentation. Oui, puis tu as un petit peu répondu là, par la bande à ma prochaine question là, qui portait sur plus le terme médicalisation puis démédicalisation. Puis moi, je trouvais que l'expression aussi en anglais self-help est vraiment intéressante parce que finalement, comme tu le dis un peu, tu sais, vu que la médecine nous aide pas, ben il faut nous aider nous-mêmes puis entre nous, puis pour ça, il faut contourner là, le système. Oui. Puis aussi, j'ai vraiment été impressionnée par les sources écrites que tu as utilisées. Puis je suis même un petit peu jalouse, là. Puis en fait, je suis jalouse de ton mémoire au complet parce que je le trouve vraiment cool. Mais fouiller là-dedans aussi, ça devait être vraiment super. Puis est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Puis peux-tu nous dire aussi quelques mots sur le volet plus oral là, de ta recherche? Je sais que tu l'as mentionné. Puis avec les anciennes militantes, comment ça s'est passé finalement? Oui, ben je pense que la collecte de données au complet pour cette recherche-là a été super intéressante. Les archives, c'était vraiment c'était un travail. Je savais pas sur quoi j'allais tomber. T'sais, à chaque fois que j'ouvrais une boîte, c'était très diversifié comme type de documents qu'il y avait dans les archives féministes. Ça allait des pamphlets, des publications, à des bilans, à des procès-verbaux de rencontres. Donc des fois, ça me donnait accès au découragement des militantes dans des bilans. Bon ben on a essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Puis en même temps, je trouvais que pour avoir été impliquée beaucoup dans les mouvements étudiants et tout ça,
de voir ces procès-verbaux-là, en tout cas, je trouvais qu'il y avait comme une espèce de continuité où je me retrouvais un peu dans le type de document des fois que je retrouvais dans les archives. Donc, c'est ça, c'était une belle expérience de dépouillement. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir consulter 4 fonds d'archives féministes, dont le fonds du Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, celui de la Coordination nationale pour l'avortement libre et gratuit, le Centre de santé des femmes de Montréal et celui de la Coalition québécoise pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Donc, j'avais quand même quatre fonds d'archives. Et par contre, ce que je dois dire, c'est que ces fonds d'archives-là m'ont fait réaliser qu'on a peu d'archives féministes au Québec et j'aurais envie de lancer un cri du cœur à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui réalisent pas qu'elles ont des archives chez elles et c'est ça, ça peut être important de valoriser des fois des documents d'archives parce que pour moi, par exemple, c'était c'est ce qui peut ne pas avoir d'importance pour quelqu'un en a beaucoup pour d'autres. Puis ouais, c'est ça. En tout cas, je veux pas trop. On pourra reparler d'archives si tu veux. Mais oui, pour répondre à la question sur les enquêtes orales, ça aussi ça a été super intéressant. J'ai rencontré 6 féministes des années 70-80, principalement des militantes là, du FLFQ, du Centre des femmes de Montréal et du comité de lutte. Encore une fois, je pense qu'il y avait une belle confiance qui s'est installée du fait qu'on elle me voyait comme une jeune féministe qui était là aussi pour valoriser leur expérience à elle. Donc, je pense que le lien de confiance s'est établi rapidement. Puis, ça a été des rencontres vraiment très intéressantes. Puis qui ont permis finalement d'éclairer là, c'est ça, tout cet aspect-là de l'histoire de l'avortement. Puis est-ce qu'il y a certaines choses qui sont ressorties justement du témoignage de ces femmes-là, mais qui n'étaient pas vraiment perceptibles, dans les sources écrites que tu as consultées? Oui, c'est ça. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais effectivement, le caractère illégal des activités fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvait pas. Puis mon mémoire n'aurait pas été possible sans le recours aux enquêtes orales. Là. Vraiment, c'était quand même central. Les aspects c'est peut-être plus précis. La majeure partie de ce que je peux dire sur la période de répression de l'avortement vient des témoignages oraux. Comment les femmes ont vécu finalement les perquisitions policières, la surveillance dont elles étaient victimes entre 73 et 76, là, donc une période où le gouvernement a décidé d'agir plus là, pour enrayer la pratique de l'avortement illégal. Tout ce que je sais aussi sur les ententes entre les féministes puis les médecins qui pratiquaient dans leur clinique privée de Montréal, ça me vient des entrevues. Donc, les féministes négociaient le coût des avortements pour les femmes. Il y avait des ententes avec les médecins pour que les médecins payent les frais de fonctionnement des groupes. Donc, tout ça, toute cette dynamique-là, ça apparaissait pas là, dans les documents écrits. Tout ce qui a trait aussi au voyage à New York pour avortement, parce que pendant la période de répression de l'avortement, les féministes vont réorienter en fait leur service de référence vers des cliniques à New York. Et donc, toute cette partie-là sur le vécu des femmes, comment les femmes vivaient ces voyages-là d'avortement à New York, c'était pas possible d'appréhender ça là, autrement que par les entrevues. Si t'es prête, on va passer au deuxième volet de questions qui sont plus comme d'ordre méthodologique. Oui. Avec la nomination d'un nouveau chef au Parti conservateur du Canada puis la dissolution de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis, est-ce que les Québécoises devraient craindre qu'on leur enlève l'accès à l'avortement selon toi? Moi, je pense que il faut rester vigilante. Je répondrai pas par oui ou non, mais je pense qu'on n'a plus, avec ce qui se passe aux États-Unis, on n'a plus le luxe d'ignorer la question de l'avortement aujourd'hui. Faut dire qu'il y a déjà des difficultés d'accès à l'avortement au Canada en particulier et
et au Québec également. On peut penser il y a quelques années, il y avait eu des interruptions de service en Abitibi. On sait, bon, c'est ça, les exemples peuvent se multiplier, mais à Québec, par exemple, les délais pour avoir un avortement s'allongent quand même pas mal. Donc, ouais, il y a des difficultés d'accès qui existent. Le centre de planning de Drummondville, si je ne me trompe pas, ne fait plus d'avortement. C'est ça. Il y a vraiment des difficultés d'accès qui existent, puis ces difficultés-là sont pas adressées dans le discours public. Puis on peut souligner que ben les coupures budgétaires en santé, ça aide pas du tout à consolider les services d'avortement. Puis je pense aussi que ben l'avortement, on le voit, est quand même central dans les débats aux États-Unis en ce moment, mais se ferait aussi un chemin dans les débats au Canada, qui est remis en question par le Parti conservateur. Donc, je pense que ça aussi, ça doit nous préoccuper. Je pense qu'on peut pas penser que ça n'influencera pas la situation de l'avortement au Canada. Puis je conclurai peut-être en disant que les groupes anti-choix sont très forts aux États-Unis et je pense qu'ils sont aussi très forts dans l'Ouest canadien. Bon, au Québec, peut-être un peu moins, mais il y a quand même une présence anti-choix importante. Donc, c'est ça. Je pense qu'on peut pas ignorer là, ce lobby anti-choix-là trop longtemps. Voilà. Puis, je continue un petit peu dans la même lancée, mais il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'avortement, ben, c'est une lutte du passé. Mais justement, au début de ton mémoire, tu cites un ouvrage qui prouve que les politiques mises en place par les gouvernements américains contribuent à renforcer les rôles de genre, puis à tranquillement repousser les femmes vers le foyer domestique. Puis, selon toi, est-ce qu'on observe un petit peu la même chose au Québec? Je sais pas si cette analyse-là est tout à fait transposable là, directement au cas du Québec, mais ce que je peux dire par contre, c'est que définitivement, on vit une montée de la droite un peu partout en Occident, également au Québec. On vit dans un système néolibéral qui entraîne des coupures budgétaires qui minent le filet social. Puis tout ça, ben, ça a pour effet de renvoyer les femmes vers le foyer domestique, vers la maison, vers un rôle traditionnel. T'sais, je pense qu'en ce moment, on vit quand même un backlash antiféministe. Puis, ben, c'est ça. Il y a aussi de plusieurs façons, en fait, la société envoie un message aux femmes qu'elles sont pas les bienvenues dans l'espace public. On peut penser au cyberharcèlement des féministes, aux critiques de celles qui dénoncent, au catcall, au harcèlement de rue. Je pourrais multiplier les exemples. Je pense qu'il y a quand même ça qui existe et qui peut jouer là, sur ce renforcement un peu des rôles de genre là, que tu mentionnes. Puis, je reviens un peu au passé et à l'histoire. Dans les années 70, il y a une pièce de théâtre, du théâtre des cuisines qui s'intitule « Nous aurons les enfants que nous voulons ». Puis ça devient d'ailleurs un slogan féministe qui est encore utilisé à ce jour parce que ça a l'air qu'il faut qu'on répète encore cette phrase-là. Puis, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que ce slogan-là aurait pu être à l'époque juste « Nous n'aurons pas d'enfants » ou est-ce que les féministes étaient pas vraiment rendus là dans leur réflexion sur le non-désir possible d'enfants? Je pense pas que le slogan aurait pu être « Nous n'aurons pas d'enfants ». Pas parce que la réflexion sur le non-désir d'enfants était pas aboutie, mais je pense qu'il faut remettre la lutte pour l'avortement dans le contexte des autres luttes féministes de l'époque, qui sont entre autres ben, pour les sages-femmes, pour l'humanisation des naissances, pour les garderies, pour le salaire au travail ménager. Donc, je pense vraiment que c'est la notion de contrôle et de choix qui est au cœur du féminisme de la deuxième vague. Donc, c'est ça. Je pense pas que ça aurait pu être « nous n'aurons pas d'enfants », mais vraiment, l'accent, c'est « nous aurons les enfants que nous voulons ». C'est ça. Ça revient un peu à ce qu'on parlait aussi plus tôt sur la médicalisation du choix d'avorter. C'est reprendre le contrôle sur le corps des femmes, sur le choix de la maternité ou non. Mais oui,
je vais peut-être finir cette réponse-là en disant que j'appuie ton soupir d'être encore en train de répéter les mêmes slogans. Ouais, 50 ans plus tard. Puis, j'ai une dernière question qui me fait aussi soupirer, là, que j'ai à te poser. C'est une question plus personnelle parce que, ben, peut-être que ça a changé là, depuis, mais moi, quand j'étais à la maîtrise, c'était une chose qui passait vraiment très mal. Ben, en tout cas, pas très mal, mais plus ou moins bien, de faire l'histoire orale parce qu'on estimait vraiment que c'était subjectif, puis que c'était de la petite histoire de faire ça. Puis, j'aimerais savoir si c'est une chose qui t'a été reprochée quand par exemple, de présenter ton projet de mémoire ou quoi que ce soit? Ben ça m'a pas été reproché directement, mais je pense que comme tu dis, c'est un peu toujours à demi-mot hein, que c'est critiquer l'histoire orale. On dira pas que c'est pas une bonne méthodologie, mais c'est comme s'il fallait que ça soit appuyé par des sources écrites. L'écrit est encore beaucoup plus valorisé que l'oral en histoire. Ça, je pense que c'est indéniable. Ce que ouais, c'est effectivement de se faire dire que c'est de la petite histoire, oui, ça c'est définitivement encore très ancré là dans la discipline, mais je pense qu'il faut souligner que il y a des voies divergentes, ça change un peu, surtout en histoire des femmes, en histoire du genre, des sexualités, tu sais, le recours à l'histoire à l'oralité est plus mis de l'avant. Tu sais, je pense que là où il y a des enjeux, il y a des barrières administratives qu'on peut pas nier quand on décide de faire le genre de projet que j'ai fait, quand on décide de se lancer dans une enquête orale. Ça prend plus de temps. Il faut l'approbation du comité d'éthique. C'est des démarches qui se multiplient, puis c'est des démarches qui cadrent pas dans une maîtrise de 2 ans. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est très valorisé par les programmes, de finir sa maîtrise en 2 ans. Et donc, c'est un peu aussi en ce sens-là. C'est comme moi, ça m'a pris 4 ans faire ma maîtrise, puis ça me dérange absolument pas. Mais tu sais, c'est comme, ah ouais, 4 ans, tu sais, ben, c'est ça. Puis, je vais te poser les 2 dernières questions là, que je pose à toutes mes invités. Est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Bien sûr. Je suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu non? Jusqu'à présent, non. Et ça confirme toutes mes hypothèses. Oui. Oui, ça arrive évidemment que des hommes m'expliquent des choses que je sais déjà. Sur l'avortement, ben, je dirais que on me parle souvent de Morgan Taylor. Tu sais, comme si, parce que je mets l'accent sur les féministes, je connaissais pas ce docteur-là. C'est comme, ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, tu sais, je pense que quand je me fais peut-être pas prendre au sérieux quand je me présente comme ministérienne spécialiste de l'histoire politique du Québec parce que ben je travaille sur l'avortement, mais je connais bien le climat politique de cette époque-là parce que je travaille sur l'avortement justement. Ça aussi, ça arrive quand même souvent que des historiens m'expliquent ça. Puis c'est aussi ne pas considérer le fait que le féminisme, c'est un mouvement politique. Absolument. C'est vraiment parlant. Ah oui, absolument. C'est faire l'histoire du féminisme, c'est faire l'histoire des femmes, c'est faire l'histoire de madame. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, une belle pente glissante. Puis, selon toi, justement, est-ce qu'on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? Je pense que oui. Je prétends en tout cas à être à la fois féministe et chercheur universitaire. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est comme ça qu'on développe justement des nouveaux savoirs. Tu sais, j'étudie les mouvements d'autosanté pour mon doctorat, puis je parlais justement tantôt de co-construction des savoirs, puis de savoirs alternatifs, puis je pense que c'est justement en ayant plus de chercheurs féministes qu'on va développer ce type de savoir-là, puis c'est super important. Et puis je pense aussi que la recherche engagée est importante, puis est en plein développement aussi. Je pense qu'il faut pas se laisser décourager, on va dire, par des mouvances plus conservatrices là, dans les disciplines universitaires, mais il faut, puis particulièrement en histoire, mais oui,
on peut être féministe et historienne, je crois. Ben merci, ça fait vraiment du bien d'entendre ça de la bouche d'une autre historienne en plus. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tout pour les questions de mon côté. C'était vraiment super de t'entendre. Merci. Ben ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir de participer à ce beau podcast-là. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.